et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Metropolis. On continue donc les passages sur les films d'animation, avec donc Metropolis aujourd'hui, film de 2001, réalisé par Rintaro. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, vu les films exceptionnels que Rintaro nous a fait depuis toujours, bon, bien qu'il ait plus trop produit depuis maintenant 14 ans, bientôt 15, c'est quand même un super réalisateur. Et que j'ai prévu, bien sûr, de parler d'au moins 6, voire peut-être 7 de ses films, et Metropolis est l'un d'entre eux. C'est un film donc du tout début du 21e siècle. Et rien qu'à lire juste la fiche technique, on s'attend déjà à du très lourd. Tout simplement parce que le film est réalisé au sein du studio Madhouse, qui est donc l'un des meilleurs studios japonais pour beaucoup de raisons, ce soit en qualité d'animé, de films d'animation, des nombreux talents qui ont traversé ce studio, que ce soit évidemment Kon ou Rintaro. Eh bien, les attentes sont déjà énormes juste avec Madhouse. Et comme je l'ai dit, c'est réalisé par Rintaro. Rintaro, c'est un très grand réalisateur, avec notamment Galaxy Express 999 en 79, hein, du coup c'est le film. Et Adieu Galaxy Express 999 en 81, avec aussi Armageddon en 83, L'épée de Kamui en 85, Mani Mani en 87, X2 Clamp en 96 et évidemment aussi Yona, son dernier film en 2009. Donc Rintaro, c'est quand même un super réalisateur, même bien qu'il ait beaucoup adapté des œuvres existantes, comme ce fut le cas de beaucoup d'œuvres d'Osamu Tezuka, c'est le cas de Metropolis, mais aussi par exemple Le Roi Léo, très connu dans les années 60, entre 65 et 67. Donc voilà, un réalisateur qui a fait beaucoup d'adaptations, mais qui a très peu créé par lui-même son univers. C'est assez rare de sa part, mais il a fait quand même des films légendaires. De plus, ce film est scénarisé par Katsushiro Otomo. Le Katsushiro Otomo, créateur d'Akira, à partir de 1982, jusqu'en 1990, avec le fameux film d'animation qui sort en 88. En plus aussi d'avoir participé à Armageddon et à Mani Mani justement avec Rintaro déjà, c'est pas leur première collaboration, et aussi avoir fait d'autres films de son côté comme Memories, la troisième partie de Memories en 95 bien sûr, et évidemment encore Steam Boy en 2004, et bien sûr la série Mushishi en 2006. Donc voilà, on est face à deux grands noms de l'animation japonaise qui se retrouvent, pas pour la première fois, pour la troisième fois, pour adapter une œuvre qui est tirée d'un manga de Tezuka. Le manga de Tezuka Metropolis date de 1949. Ce manga lui-même est inspiré évidemment du film de Fritz Lang de 1927, un long métrage dans le cinéma qui est extrêmement novateur par rapport à son époque. Alors évidemment, quand on le regarde plus de 95 ans plus tard, presque un siècle que ce film est sorti, bon, pas forcément, ça fait un peu vieux, bien sûr, mais pour l'époque et dans la technique, évidemment le film est muet encore à cette époque, mais on est dans une révolution qui est amorcée par du cinéma allemand. Et c'est vrai qu'à ces époques-là, l'époque où Hollywood commence gentiment à faire son nid, voilà, c'est le début d'Hollywood, il y a encore beaucoup de puissances européennes qui utilisent le cinéma comme outil de propagande aussi, évidemment, mais également comme démonstration artistique, comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ou encore la Russie, enfin l'Union soviétique, évidemment, l'Italie aussi, l'Espagne, on a fait quelques-uns. Voilà, il y a pas mal de trucs, et aussi à ces époques-là, on a aussi des similitudes dans ces époques-là avec de l'animation aussi, qui est très développée dans beaucoup de pays européens, alors que, à part la France, quasiment toutes ces cultures de l'animation de tous ces pays européens vont quasiment disparaître après la Seconde Guerre mondiale. Donc, film allemand, extrêmement important pour l'histoire du cinéma, dont Osamu Tezuka va s'inspirer juste avec une simple image, et ça c'est aussi quelque chose qui est important pour comprendre Metropolis dans ces trois versions-là, c'est que évidemment le film d'animation de 2001 est très similaire à ce que Tezuka avait mis en place en 49 dans son manga, mais c'est pas du tout la même chose que ce qu'on a vu dans le film de Fritz Lang. Simplement, comme je l'ai dit, la seule inspiration que Osamu Tezuka a pris de Fritz Lang, c'est juste une image du film, simple, et on est parti de ce contexte-là. Et donc l'histoire est complètement différente, et ça a pas le but, ça a jamais été le but de créer une adaptation. Et ce qui montre aussi dans l'animation japonaise et dans la création d'animation japonaise, dans ces années-là, on copiait énormément ce qu'on voyait à l'étranger, notamment en France et aux États-Unis, mais aussi donc en Allemagne, avec Tezuka qui, en 49,
était encore un mangaka très très jeune mais qui montrait déjà évidemment qu'il avait beaucoup de talent, même à cette époque-là. Mais c'est pas dans ces années 40, fin 40, début 50, que Tezuka va vraiment avoir une emprise majeure sur le déroulement de l'animation japonaise. Ça va être plutôt à partir des années 60 et même encore 70 l'effet Tezuka va vraiment se ressentir. Et donc, Metropolis rentre dans cette catégorie-là d'œuvres un peu perdues de Tezuka qu'on a redécouvert beaucoup plus tard et qu'on a adapté. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est évidemment Dororo, si vous préférez, qui est un animé qui date de 2019, qui est tout récent. Alors, il y avait une autre version qui existait dans les années 60, pardon, dans les années 60, mais voilà, c'est assez vite disparu de la circulation, et donc on a repris, avec une version animée beaucoup plus récente par rapport au manga de Tezuka, l'adaptation de Dororo. Incroyable. Et donc, c'est aussi pour ça que le studio Tezuka Productions existe. C'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi c'est Madhouse qui fait ça et pas Tezuka Productions. Alors évidemment, si vous observez bien le générique de fin, vous observerez qu'il y a des membres de Tezuka Productions qui ont participé à la création du film. Mais c'était que je crois 5-6 personnes qui étaient principalement du coup des animateurs. C'était pas des gens qui étaient là pour des rôles importants. C'est pas des animateurs clés, c'est des animateurs simples. C'était les rôles, comme j'ai dit, le rôle avec le scénariste Katsushiro Otomo qui est pas vraiment affilié à un studio lui, vu que c'est aussi un grand mangaka. Donc voilà, Metropolis, une œuvre cultissime aussi. Ça c'est important de le signaler. C'est vraiment une œuvre qui a aussi beaucoup changé la façon de voir les choses dans l'animation japonaise parce que on est sur un style graphique qui est extrêmement ancien et qui est déjà plus trop d'actualité en 2001. Et on commence vraiment à réfléchir à revenir sur des bases plus anciennes pour pouvoir en fait utiliser des styles graphiques différents et un peu particuliers qui font un peu vieux comme ça dans des films modernes ou des animés modernes. Des choses qui ne seront pas systématiquement reprises, on va pas se mentir, mais Metropolis a quand même eu cette direction-là. Donc Metropolis, un film culte. Un super film d'animation qui reprend aussi beaucoup les thématiques de films déjà connus, comme évidemment Akira, mais aussi d'autres films un peu dans cet esprit-là, comme les grands classiques des années 90, comme par exemple Ghost in the Shell, qui n'est pas réalisé par Katsushiro Otomo, qui est bien surréalisé par Mamoru Oshii. Alors en ce qui concerne le film, dès le début, on est dans une ambiance assez particulière, où on est dans une ambiance qui, je décrirais comme un peu joyeuse, bienveillante et voilà, une bonne communauté, quelque chose de positif, avec un peu cette musique style jazzy qui fait tout de suite référence évidemment au film de Fritz Lang et à son époque, en 1927, et évidemment dans le film de Fritz Lang aussi, un peu à l'image de toutes les dystopies qui ont été faites dans l'histoire de la science-fiction, on commence assez souvent par des plans assez positifs, montrant la grandeur d'une nation ou d'un empire ou d'une ville ou de je sais pas quoi, et on la critique dans ses problèmes de fond. Vous remarquerez que dans énormément de films d'animation japonaise, de science-fiction, comme Akira Ghost in the Shell par exemple, qui le utilise aussi, c'est que les vrais secrets et le mystère, c'est dans les zones pauvres, dans les zones cachées, et des fois même dans les sous-sols de la ville. C'est aussi le cas dans Metropolis, où le mystère va vraiment et le mal en fait de tout le film va être décelé à l'intérieur de ses sous-sols, et pas vraiment dans l'aspect extérieur que la ville renvoie au reste du monde. Donc Métropolis, c'est donc une ville cité-État, hein, on peut dire un truc comme ça. Alors est-ce que c'est un grand empire qui s'étend bien au-delà de Métropolis? On n'en a aucune idée, c'est pas précisé et dans le film d'animation de 2001. Mais on, on a tout de suite cette ambiance de, je dirais presque de propagande, où on montre la grandeur de la nation de Métropolis, qu'on a réussi à atteindre les cieux grâce à la tour, grâce au ziggurat, qui est un mot qui est important, qui va revenir plusieurs fois dans le film. Donc on est sur quelque chose de plutôt positif. Mais donc dans l'aspect, mais Rintaro et aussi derrière Katsushiro Otomo, enfin les deux, cette paire-là nous fait tout de suite comprendre qu'évidemment que ce n'est que des illusions et qu'on se rend très vite compte qu'en fait, évidemment qu'on va pas parler d'une super ville trop géniale et que tout va bien dans le meilleur des mondes. On va tout de suite se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas très bien, ne serait-ce que dans les débuts et ces dialogues un peu entre différents personnages qu'on s'en fout un petit peu, les personnages secondaires, moi, voire même plus de l'ordre des figurants qui font des discours sur la conquête militaire de Métropolis, la puissance technologique, on voit un peu
c'est au rang de la société qui discutent entre eux autour des dirigeants de l'État, sans vraiment prendre en compte la vie de la population. Évidemment, cette population va assez vite découvrir qui elle est, mais seulement celle de la surface. Celle des fonds, celle qui est opprimée, qui est martyrisée, qui ne mange pas à sa faim et qui est vraiment énervée contre Metropolis et il y a de quoi. Elle est au fond, et donc on la voit pas tout de suite. On va découvrir ça, du coup, c'est cette ambiance pesante que la surface a sur le fond de la ville, après que notre détective et son neveu, nos héros, vont arriver à la ville. Des Japonais qui donc arrivent un peu en tant qu'enquêteurs étrangers à travers Metropolis. Enquêteurs car ils enquêtent sur un docteur qui utiliserait des trafics d'organes pour des fins assez mystérieuses. On veut arrêter ses plans. Ce docteur-là, c'est évidemment le docteur Lockton, qui est sous les ordres directement de Duke Reid, et on comprend pas tout de suite pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, mais assez rapidement, ça va être directement mentionné d'ailleurs dans le passage où le docteur va se faire tuer par le fils adoptif de Duke Reid, à savoir Rock. Ça va être directement mentionné que cette création, ce qu'il était en train de faire dans l'illégalité la plus absolue, c'était créer la fille défunte, la défunte fille du Cred. Elle s'appelle Tima et c'est donc un robot qu'on désigne, mais en réalité c'est un robot beaucoup plus avancé technologiquement, vu que la plupart des robots, si ce n'est en fait tous les robots sauf justement Tima, ne sont pas des cyborgs, comme c'est le cas pour Tima, qui est une espèce d'humain amélioré, plus qu'un véritable robot. Alors que les autres robots sont vraiment des machines, et dans le sens où on peut les reconnaître et les différencier très facilement. Ils ne se ressemblent pas à des humains. À part Tima, aucun être robotique ne ressemble à un être humain. Tima est vraiment la seule dans l'ensemble de l'univers de Metropolis, en tout cas de ce qu'on en voit. Alors, un truc qui n'était pas très clair au début du film, et il fallait un peu essayer de comprendre assez rapidement, c'est qui est Duke Red. Alors, le Duke Red, comme on pourrait le croire, mais à tort, on pourrait penser que c'est le dirigeant de Metropolis, mais en fait, c'est pas le cas. C'est évidemment le président Boone, qui est du coup à la tête de Metropolis, et le Duke Red est plutôt un homme de pouvoir influent, peut-être très riche, probablement très riche, qui a du coup pas le pouvoir réellement, mais qui dans les faits a tellement d'influence qu'il en a quasiment en fait. Il a des décisions importantes qu'il peut mener sur la ville de Metropolis. Euh, on est un peu dans la suggestion aussi de ce que d'autres films de ce type-là suggèrent dans les mondes un peu à la cyberpunk, c'est que les entreprises, finalement, et les hommes puissants et riches, prennent un peu le pouvoir et deviennent plus puissants que des États. C'est un peu aussi peut-être l'idée qui est là, parce que le Duke Red n'a pas l'air d'être un homme politique, c'est plutôt vraiment un homme puissant et riche. On ne sait pas trop comment il a eu tout ce pouvoir, mais c'est vraiment cette impression qu'on a qui se dégage de ce profil-là. Et du coup, c'est la rencontre. Comme je le disais, Rock, le fils adoptif du Cred, va tenter de tuer Tima. Tima qui va accélérer brutalement son développement, et après un effondrement du sol, vu que tout va prendre feu dans le laboratoire du Dr Lawton, ils vont tomber dans les abîmes de Metropolis, dans un égout. C'est là qu'ils vont faire la rencontre d'un Albert II, qui est un robot poubelle, qui nettoie les fonds de la ville, et qui vont renommer Fifi. Ce personnage, on va en reparler dans quelques instants. S'ensuit donc une poursuite de Rock sur Tima, il veut absolument éliminer Tima, il sait du coup que c'est la fille la réincarnation de la fille de son père adoptif, et veut l'éliminer pour se sentir aimé par son père. Parce que peut-être que son père est justement, enfin son faux père, parce que Duke Red est toujours en train de l'écarter, en train de dire ah, t'es pas mon fils, gna gna gna, tout ça, ce qui est vrai dans les faits, mais Rock l'appelle systématiquement papa. Ça, c'est quand même assez fort. Il va essayer de la poursuivre et va tenter de la tuer plusieurs fois. Et il y a un passage qui m'a franchement frappé, c'est que quand ils vont sortir de la zone 2, il y a du coup Kenichi et Tima qui sont ensemble et qui vont partir et qui laissent leur Fifi, donc le robot Albert de poubelle, de côté, parce qu'il n'a pas le droit de quitter la zone 2. Et ce robot va complètement transgresser les règles pour protéger nos deux héros de Rock qui les a retrouvés.
Et passage très fort, c'est que Rock, pour passer, va abattre d'une balle dans la tête, à bout portant, le robot Fifi, pour passer. Et du coup, évidemment, la question qu'on a tout de suite là, qui est le plus humain dans cette séquence? Est-ce que c'est Fifi qui, évidemment, s'est sacrifiée et qui déjà fait une infraction en quittant l'endroit où elle était pour protéger ses amis? Ou alors le gars qui est un être humain, oui, mais qui vient de se débarrasser froidement d'un robot qui le gênait? Évidemment, c'est classique pour ce genre de film de poser ce genre de questions, qui est le plus humain? Et ça date pas d'hier, et depuis que la science-fiction impliquant de près ou de loin des robots existe, on a quasiment ça à chaque fois. Que ce soit dans l'animation japonaise ou évidemment dans le cinéma américain. C'est clairement pas le premier ni le dernier qui a fait ça dans Metropolis. Le premier film japonais qui se pose ce genre de questions, j'en ai aucune idée de lequel c'est difficile à dater. Mais on peut remonter facilement ça aux années 70, peut-être même aux années 60. Évidemment, avec divers films comme par exemple Blade Runner en est un exemple pour le cinéma américain. Donc évidemment, ça c'est un questionnement qui est classique, qui revient assez systématiquement dans les films de ce type-là. Évidemment, cette séquence est celle-là qui va nous faire poser cette question. Il y en a toujours un moment où cette question va revenir, et dans le film, c'est ce moment précis. Pendant ce temps-là, il y a un coup d'État. L'armée prend le pouvoir, sous l'appui évidemment de Ducred, pour éliminer le président Boone. Ducred prend donc le pouvoir par la force, et on profite pour écraser en fait la rébellion qui est en place. Très malin d'avoir pensé ça, parce que du coup, il peut instaurer la loi martiale en utilisant la rébellion en cours des gens opprimés pour en profiter pour prendre le pouvoir. Il prend le pouvoir et il instaure la loi martiale en même temps. C'est extrêmement intelligent d'un point de vue politique. Quand tu fais un coup d'État, évidemment. Quand tu fais un gouvernement normal, normalement ça devrait pas arriver. Mais bon, voilà, c'est un monde dystopique, faut pas oublier. Il va donc récupérer sa fille, Tima, qui refuse encore de voir que c'est un robot. Elle ne l'accepte pas. Et plusieurs personnes vont lui dire, évidemment Rock. Bon, Rock, évidemment, c'est un connard, donc elle écoute pas. Mais Kenichi essaie de lui dire, mais un peu maladroitement. Elle le découvre par elle-même grâce au détective qui va la sauver de Rock, justement, qui l'avait kidnappé. Vu que Tima va repérer, grâce à un système, je ne sais pas trop lequel, va réussir à repérer que Kenichi est enfermé dans la tour, le ziggurat. Donc évidemment on comprend que c'est un robot et on le sait depuis le début en fait, hein, c'est pas vraiment une surprise pour le spectateur, mais elle ne l'accepte pas. Elle ne s'en rend pas compte en fait simplement. Et après toutes ces aventures, Ducred remet la main sur sa fille avec le détective et s'en vont direction le ziggurat, la fameuse tour, pour installer Tima sur le trône. Un trône où elle dirigerait le monde d'une puissance phénoménale en effaçant l'espèce humaine, vu que l'espèce humaine ne sert à rien et qu'elle est inférieure. C'est ce que Tima va déclarer après avoir accepté de monter sur le trône. Pourquoi elle a accepté de monter sur le trône? Parce qu'elle s'est rendue compte que finalement, d'elle-même, qu'elle était un robot. Après s'être fait tirer dessus par Rock et n'avoir quasiment rien eu. Alors que Rock a été tiré dessus et était décédé. Enfin, a priori. En fait, il n'était pas mort, mais peu importe. Et du coup, tout le monde ne peut rien faire sur Tima qui est en train de prendre le pouvoir et se rendre compte, encore une fois, hein, comme d'habitude, hein, dans ces films comme ça, que l'espèce humaine est inutile et qu'il faut l'effacer. Elle entame le compte à rebours pour 17h27. Mais Kenichi, en tant que bon héros, va l'empêcher de le faire et va la sortir de ce trône-là. Séquence assez forte à la fin, Rock se sacrifie et fait exploser toute la tour, parce qu'il n'était pas mort, hein, comme je disais, pour mettre à l'abri son papa, pourtant qu'il l'a traité comme une merde depuis le début du film. Donc bon, acte intéressant. Et encore une fois, son faux papa, hein, on le précise. Et pendant ce temps-là, Tima essaie de tuer Kenichi parce qu'elle est toujours aveuglée. La tour de Babel, donc le ziggurat qui représente la tour de Babel, encore une fois par la création humaine qui veut se rapprocher de Dieu, se fait punir et s'effondre, même si c'est les humains qui punissent cet acte et pas le Dieu lui-même. Pas d'intervention divine dans ce film, c'est pas besoin, pas nécessaire. Et dans cette séquence de fin, on a la finalité qui est que Tima, qui alors essayait de tenter Kenichi, va finalement être suspendu dans les airs. Kenichi essaie de la sauver parce que je pense qu'il s'est rendu compte que le maléfice, un peu la prise de folie que Tima a subie, c'était terminé. Et on le voit dans ses yeux, à Tima, qu'elle
elle était redevenue normale pendant une fraction de seconde avant que le câble qui la retenait s'effrite, se disloque et qu'elle tombe dans le vide. Et pendant une fraction de seconde, le spectateur a eu le temps de voir que Tima était redevenue normale et qu'évidemment on voulait que Kenichi la sauve. Parce que Tima était un personnage innocent, très gentil, bienveillante envers tout, et qu'elle a été embarquée dans cette histoire pas contre son gré, évidemment. À la fin du film, on revient le lendemain, dans les ruines de cette fameuse tour, et Kenichi va être entouré de différents robots, et on retrouve différents fragments et morceaux de Tima, dont on comprend, alors que le spectateur avait peut-être l'espoir, que Tima est morte, et qu'il n'en reste plus rien. Kenichi le comprend, pleure un peu, mais finalement accepte cette mort et peut-être envie de reconstruire Metropolis, alors qu'il est arrivé il y a quelques jours. L'ultime scène est un plan sur la radio, qui est la radio que Tima avait trouvée dans les décombres un peu plus tôt dans le film. Et on entend Kenichi qui, c'est moi, ou un truc du genre, je me rappelle plus très bien, qui montre réellement cet attachement et ce lien extrêmement fort qui a été noué entre Kenichi et Tima. Et du coup, Tima quitte ce monde, et est vraiment morte hein, pour le coup, en disant adieu à tout ce qu'elle aime, mais sans avoir vraiment pu le dire. Est-ce que Tima était consciente de ce qu'elle faisait dans la tour quand elle était sur le trône? Non, elle était complètement prise par la folie. Elle n'était pas dans l'idée de détruire cette tour et de protéger l'humanité. Non, pas du tout. Elle voulait tout détruire parce qu'elle se contrôlait plus. Et Kenichi l'a sauvée de ça avant la catastrophe. Et s'est bien rendu compte que Tima était revenue juste avant de tomber dans le vide. C'est une fin qui est assez triste, où finalement le personnage principal, que l'on voit dans les images principales de l'affiche du film, Tima, n'est absolument pas maître de ce qui se passe dans la plupart du temps. C'est pas elle qui dirige vraiment l'histoire, et elle est un peu victime de ce qui se passe. Vu qu'elle est en pleine période d'apprentissage, vu qu'elle vient d'être terminée, finie d'être créée par le Dr Lawton un peu au milieu du film. Donc voilà, un film très beau qui, encore une fois, utilise les thématiques classiques hein, du monde cyberpunk. Il n'y a rien d'exceptionnellement incroyable dans ce film-là. Mais ouais, ça reste quand même un classique parce que il percute dans la façon dont le personnage principal a été créé. Et ce qui différencie beaucoup des personnages Tetsuro dans Akira justement, ou du Major dans Ghost in the Shell, où c'est vraiment les personnages principaux qui sont plus maîtres de ce qu'ils font et qui vont un peu forcer la main au destin, quoi. C'est eux qui vont faire changer les choses. Alors que Tima est un peu victime de ça, et celui qui va avoir plus d'influence sur l'histoire, c'est extrêmement difficile en fait de savoir, mais ça pourrait presque être Rock ou Kenichi. Rock pour sa poursuite et Kenichi pour cette volonté de sacrifice, même s'il ne mourra pas. Donc un film super, génial, à voir absolument, assez original donc dans ce propos autour du personnage principal, mais classique dans ses thèmes. Un bon film, Rintaro dans son œuvre. Et sur ce, ça va être la fin de la vidéo. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On continue Evangelion avec le premier Rebuild. Et on va essayer d'expliquer un petit peu ce que les Rebuilds of Evangelion sont. Ce qui ne va pas être une chose toujours très facile. De toute façon, rien n'est simple dans Evangelion. Et dans 2 semaines, on se retrouve pour un nouveau film d'animation. Petit teaser comme d'habitude après la vidéo de la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.